Bonjour Lou Salomon. Bonjour Thomas. Comment ça se passe ici? Ça se passe très très bien, on est ravis, on découvre les 12 projets finalistes de la Riposte. Donc c'est super, ils sont innovants, ils sont jeunes, ils ont la pêche. Moi j'ai dit qu'ils allaient être achetés par Mark Zuckerberg eux-mêmes. Donc voilà. On va voir ça avec eux. Avec un peu de chance. On a des droits. Tu parles de projet de lauréat de la Riposte. Je pense que tu peux expliquer peut-être ce qu'est la Riposte en quelques mots, parce que c'est toi qui étais chargé de ce truc-là chez AnimaFac, et puis qui a permis de voir plein de gens cool qui vont se succéder dans des tables rondes ou comme on l'appelle des petits plateaux sympas jusqu'à 17h30 avant la remise des prix. Oui, donc du coup, la Riposte, c'est un appel à projet qui a été créé par AnimaFac. Donc là, c'est la 3e édition. Donc c'est un appel à projet qui vise à récompenser des initiatives socialement innovantes et étudiantes. En fait, cette année, on a reçu près de 180 candidatures. Et à la suite de différentes sélections, donc on a sélectionné 12 projets finalistes que vous allez bientôt découvrir. Et du coup, pour vous rappeler un peu les critères en fait, qui ont été utilisés pendant cet appel à projet, donc il y avait notamment 4 critères importants. Le premier, c'était sur le caractère d'innovation sociale du projet. Le deuxième, sur la qualité et la faisabilité du projet. Le troisième, sur l'équipe. Est-ce que l'équipe a les compétences nécessaires pour porter le projet? Et est-ce que la réponse apportée est une réponse durable? Et enfin, sur l'accompagnement, est-ce qu'il y a des besoins d'accompagnement AnimaFac? Parce que du coup, AnimaFac accompagne les 12 projets finalistes sur 8 mois. Excellent, donc c'est un incubateur en fait, c'est une sorte d'incubateur, enfin les lauréats vont pouvoir, enfin les finalistes tous les finalistes incubés. Donc c'est bon quoi, vous avez un projet qui est calé pour un an quoi. Enfin 8 mois à partir de maintenant. Donc... Oui, mais ils vont continuer après 8 mois. Après oui, on va pas se quitter comme ça quand même, ça serait trop dommage. Ok cool, alors moi j'ai vu dans la liste des projets, donc évidemment ils vont vous les présenter, j'ai vu dans la liste de projets qu'il y avait pas mal de projets qui gravitaient à peu près autour des mêmes thématiques sociales, étudiantes, culturelles. C'était très très dur de faire 3 tables rondes parce qu'en fait vous avez des sujets qui sont très transversaux les uns les autres. Donc on va parler de ce que vous allez proposer avec vos projets. Je pense que le but c'est surtout de passer un bon moment et puis de papoter de vous aussi, des thématiques qui vous sont chères. Lou, est-ce que tu viens pour la remise des prix tout à l'heure ? Oui, je serai là et cool. ça sera du coup Baptiste, le vice-président d'AnimaFac, qui remettra les prix lauréats. Absolument. Alors, merci beaucoup d'être passé pour avoir clarifié tout ça. Ce que je propose, c'est de commencer par un tour de table pour vous présenter et je crois que vous êtes en mesure de pitcher votre projet en quelques mots, quoi. En même une petite minute, 30 secondes. Vous avez le droit à 5 secondes d'expression pour pitcher votre projet et 2 mots d'ailleurs, sans voyelle. C'est un peu ce qui fait la capacité du truc. Voilà. Qui veut commencer ? J'ai entendu 1 minute, alors je me lance. Ok. Alors, Viaction. Alors, tassez-vous. Enfin. Faux départ. Il n'y a pas de faux départ. Viaction, qu'est-ce que c'est ? Viaction agit pour l'emploi et le bien-être des personnes en situation de handicap par l'activité physique adaptée et santé. En gros, aujourd'hui en France, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap. Il y en a 1 million qui sont actives. Et également, il y a des troubles musculo-squelettiques qui finalement gangrènent l'entreprise et qui sont source d'absentéisme et surtout de mal-être. Et nous, on veut tacler ces 2 problèmes-là par l'activité physique adaptée et santé, qui va permettre un mieux-être individuel et collectif et qui va permettre surtout une meilleure intégration du handicap dans l'entreprise. C'est-à-dire concrètement, vous proposez quoi ? Concrètement, qu'est-ce que c'est, Thomas ? Ouais. En gros, ce sont des interventions dans sportifs pour inspirer. Ce sont des corrections de posture liées à un travail d'ergonomie. Ce sont surtout des cycles d'ateliers d'activité physique adaptée et santé. Et aujourd'hui, on a déjà une association qui marche depuis 5 ans, qui s'appelle Viacti, qui accompagne chaque semaine plus de 200 bénéficiaires en situation de fragilité. Et on veut créer ce lien d'insertion via Viaction. D'accord, excellent. Vos voisines ? Alors moi c'est Marie et elle c'est Hélène. Donc on fait partie du projet Caméléon. Je vais laisser Hélène commencer. Donc bonjour, le projet Caméléon s'adresse à des étudiants en post-bac atteints de cancer. Aujourd'hui en France ils sont accompagnés jusqu'au bac à l'hôpital, mais après il n'y a rien, ils sont lâchés dans la nature. Donc nous on les accompagne grâce à une box de service. En fait on va proposer à leurs établissements d'études supérieures de gérer pour eux la scolarité de ces étudiants. Et oui, on travaille sur Lyon également.
On a une trentaine d'étudiants sur la région lyonnaise. Ok. Donc concrètement, je pense que tu as demandé ça, non? Oui, totalement. Oui, la box de services, elle comprend donc 6 services importants, mais je ne vais pas tous les décrire. Mais le principal, on va essayer d'organiser, organiser les examens à l'hôpital, on va former l'équipe du personnel par une équipe de professionnels du Centre Léon Bérard. Et aussi, notre box comprend un buddy en fait. C'est un parrain qui va exercer, qui va accompagner durant tout le semestre, toute l'année, l'étudiant atteint de cancer, et il pourra aussi sortir, boire un verre, faire tout ce qu'il veut ensemble. Ok, très bien. Ouais, on est en plein projet pilote aussi, donc c'était super d'être à AnimaFac. C'est pas mal de visibilité. Bon, ce sera peut-être aussi des fonds d'amorçage, qui sait. Mais voilà. Et vous, voisins, dans tout ça? Alors, bonjour à tous, Romain. Donc, je viens du sud de la France. Je vais vous présenter le projet Social Link, qui est porté par l'association Hardriff. Ce projet, en fait, c'est un développement de plateforme numérique qui permet d'améliorer les échanges entre les professionnels qui prennent en charge les personnes en situation de handicap. Et on s'est rendu compte que les professionnels se croisent mais n'échangent pas forcément sur les situations, et ça permet de centraliser toutes ces informations donc, sur une plateforme numérique et de partager des informations aussi avec l'environnement familial afin d'être en lien dans l'accompagnement des personnes. Ok. Voilà un peu. Donc du coup, le site de l'association Hardriff. Il est malin. Pour tous ceux qui voudraient participer au projet ou faire connaître le projet à des professionnels. Alors on voit pas du tout parce que tu as pris un stylo et pas un marqueur. Mais c'est hardriff.com, ardrif.com. Merci Thomas. Ah, c'est ça. Ok, on va revenir sur le concrètement tout de suite, mais juste avant ça, le dernier représentant de Humain Relais, quoi. C'est ça. Alors Yacine, donc 24 ans, étudiant en informatique et porteur du projet Humans Relais. C'est une application qui est en cours de développement depuis à peu près 1 an, qui a pour objectif de créer du lien entre personnes avec et sans abri localement. Donc concrètement, on permet aux assos de signaler, avec leur accord bien sûr, les besoins des différentes personnes sans abri près de chez vous, et on vous permet à vous d'agir directement, dans un premier temps répondant à des besoins, et petit à petit on va amener les citoyens à créer du lien avec des personnes qui sont près de chez elles et qui n'attendent que ça, de discuter, d'échanger, de partager. Ok, c'est des assos qui ont quel âge en général? Ouf, très jeune. Pour nous, on fait partie de l'association Enactus Lyon, qui a été fondée en septembre. Donc le projet, c'est pareil, septembre-octobre. Ouais. Et a commencé très sérieusement à bosser octobre-novembre. Donc ok, d'accord. Vous, c'est pareil, c'était dans l'année que ça s'est fait? Enfin, toi non, parce que tu avais une autre association avant. Viaction, elle a moins 3 mois. D'accord. Et Viacti, elle a 5 ans. Voilà, c'est ça. Et vous? Hardriff, bientôt 2 ans. Ok. Et Human Relais, 1 an maintenant. D'accord, donc ça reste des associations qui sont relativement jeunes, quoi. Comme nous. Comme vous, mais comme nous tous ici, jeunes de cœur. Qu'est-ce qui manque vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin, vous, d'intervenir? Si vous aviez tous les pouvoirs, demain, qu'est-ce que vous feriez, je sais pas, à l'échelle de l'État, à l'échelle des collectivités, des entreprises? Qu'est-ce qui manque pour que vous soyez dit, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 3 mois, il faut que je fasse cette association-là? Je vais peut-être oui, Alex. commencer. En gros, il y a déjà une obligation d'emploi des travailleurs handicapés en France qui s'élève à 6% des effectifs des entreprises de plus de 20 salariés, mais elle n'est pas respectée, ou du moins qu'à hauteur de 3,1%. Donc en fait, ce changement, il s'accompagne. Ça n'est pas fait à l'heure actuelle, ou c'est fait de manière plutôt directe. Nous, on propose un angle indirect, plus doux, plus progressif, par l'activité physique adaptée. Donc c'est un angle d'attaque nouveau et innovant. Ok, d'accord. Le mec, il récite sa brochure, mais d'accord. Tu sens le truc? Tu as bossé. C'est excellent. Ouais. Qu'est-ce que vous devriez... Qu'est-ce qui manque comme institution, comme lien qui fait que... si vous êtes président demain, vous deux, on partage. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, quoi? On change le monde? Alors, mais d'accord, mais comment? Non, je sais pas. Moi, personnellement, je me suis lancée là-dedans parce que je voulais plutôt me lancer dans la santé. C'était pas... Il s'avère que c'est social, mais c'était pas le but de départ. Donc, j'ai pas vraiment de réponse. Après, si on était présidente, en fait, on accompagnerait ces étudiants après le bac. C'est un peu notre but parce qu'on a parlé avec beaucoup d'étudiants atteints du cancer et des professionnels. Et tous sont d'accord. Il existe un système jusqu'au bac, mais après, il n'y a plus rien. Donc, les étudiants sont livrés à eux-mêmes, comme l'a dit Hélène. Donc, si j'étais président, je me donnerais des sous et pour continuer ce projet. Pour le faire. Partagez bien le micro aussi à l'occasion, ça peut être très, très pratique. Ok, d'accord. Donc en fait, pour le moment, vous voyez aucun élément du système, de ce qui existe aujourd'hui comme infrastructure, comme élément qui pourrait être activé assez facilement, quoi. Non. Ok, c'est pareil pour vous? Oui, en fait, c'est un peu que les décideurs
sont loin du terrain. Et nous, je pense que les différents projets qu'on va avoir aujourd'hui, ce sont des personnes de terrain. Et du coup, on est en contact direct avec les besoins de la population. Et c'est pour ça qu'on monte divers projets. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que ça va pouvoir favoriser la création d'emplois, permettre à des personnes d'avoir des revenus dans une période difficile, tout en répondant à des problématiques. Et du coup, derrière, on va faire des économies parce qu'aujourd'hui, il y a de l'argent qui est dépensé à tort et à travers. Et nous, en étant proche du terrain, ça permet d'être plus efficient, plus efficace et être de proximité avec les personnes qui en ont besoin. Et du côté du Humans Relay ? Alors moi, si j'étais président, c'est pas forcément directement lié au projet, mais ce serait en l'occurrence l'accès au logement pour tous, parce que c'est ce qui est un des problèmes fondamentaux aujourd'hui. On l'a vu avec le rapport du mal logement de la Fondation Abbé Pierre qui est sorti la semaine dernière et qui est accablant. Attends, j'ai pas du tout vu ça, qu'est-ce que ça donne ? Le rapport de la Fondation Abbé Pierre, il dit qu'il y a aujourd'hui 141 500 personnes sans domicile fixe en France, qu'il y a 3,6 millions de personnes qui sont concernées de près ou de loin par le mal logement. Et c'est des chiffres qui datent de trop longtemps. Ouais, c'est ça. Pas actualisés. Sérieusement, ils datent de quand ces chiffres ? Donc c'est pas actualisé chaque année. Donc on peut imaginer qu'il y en a beaucoup plus maintenant, quoi. C'est ça, sans compter qu'il y a aussi un facteur qui n'est pas pris en compte dans les chiffres, c'est l'arrivée des réfugiés. Donc c'est pour ça qu'on estime à plus de 60 000 personnes réfugiées en France, qui ne sont pas aussi comptées dans les chiffres. Et du coup, si je pouvais être président, c'est ce que je ferais. Mais après, c'est un peu lié au projet, mais pas directement. Si j'avais plus une baguette magique, c'est plus recréer de l'évidence. Parce qu'en fait, parler à quelqu'un qui est près de chez soi, ça relève plus de l'évidence, de la citoyenneté, de ce réflexe-là d'aller parler à l'autre, c'est plus ça en fait. Mais je sais pas si le président est capable de faire ça. Non, mais je crois que personne n'est vraiment capable de faire ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux lancer là-dessus ? Le président est omnipotent. C'est Dieu d'ailleurs, c'est Dieu, on peut dire Dieu, président. Allez, amène la présidence. Bref, j'adore ce jouet. C'est excellent, j'adore. C'était puissant. Excellent. Et du coup, alors là, c'est vrai que du coup, on a élargi un peu la question, mais qu'est-ce que vous feriez si vous aviez, vous aussi, une baguette magique, quoi ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui vous scandalise au point que si vous aviez une baguette magique, vous feriez « fuck it, je change ça ». À part la carrière de Nadine Morano, pardon. C'est la question à $1 million, là. Ouais. Dans mon domaine, actuellement, pour toutes les personnes atteintes de cancer, il y a une espèce de double peine. C'est non seulement on a un cancer, mais on a un paquet de problèmes à côté. On ne peut pas aller au boulot, on ne peut pas aller en cours. On a le problème du droit à l'oubli qui est un problème d'actualité. J'imagine que si on avait Tu peux revenir sur cette question du droit à l'oubli, justement ? Que veux-tu savoir, dis-moi ? Tout, explique-moi, raconte-moi pour nos auditeurs qui ne savent pas. Pour faire ça assez simplement, actuellement, quand on a eu un cancer, même si on l'a eu il y a plusieurs années, on est obligé de le mettre dans tous nos dossiers de demande bancaire notamment. Voilà. Donc ce sont des gens qui n'auront jamais un prêt bancaire. Et quand on est dans notre cadre chez des jeunes qui vont se construire, qui vont avoir la vingtaine, la trentaine, ils vont peut-être vouloir acheter un appart, etc. Ils sont privés de ça, en fait. Ouais. C'est bête. Et pourtant, ce sont des gens guéris. Aujourd'hui, on a un super taux de guérison. Dans notre tranche d'âge, 15-25 ans, on a 70% de guérison pour ces jeunes. Donc c'est vraiment dommage. Et voilà. Donc ce serait ça le coup de baguette magique, enlever cette double peine, qu'ils puissent se concentrer sur leur guérison et qu'ils n'aient pas à gérer tout le reste. Moi ça concernerait le changement de regard en fait. Ouais. Je trouve ça affligeant finalement de porter un regard en termes des capacités sur des personnes qui sont touchées déjà par une injustice, qu'elles soient visibles ou invisibles, et 80% de personnes en situation de handicap qui ont un handicap invisible. Et je trouve effectivement que c'est un peu aussi une double peine de se dire qu'elles n'ont pas le droit à un travail, alors que le travail, c'est prouvé que c'est extrêmement reconstructeur. Bien sûr. Et donc, nous, on se bat pour faire une meilleure place, et via l'activité physique adaptée. Donc, c'est vrai que c'est un combat qui paraît un petit peu nouveau, qui paraît pas logique, mais je pense que ça vaut de le tester à fond. En tout cas, on va y aller. Il y a d'autres situations dans lesquelles on est obligé de marquer une situation sur un papier. J'y connais vraiment rien en administration, mais alors vraiment, je sais vaguement comment envoyer une lettre. Donc le formulaire c'est chaud. Il y a d'autres formes de handicap visibles, pas visibles, d'autres épreuves qu'on traverse qui se retrouvent sur un papier et à vie comme ça. À part le casier judiciaire peut-être. Sur un papier je sais pas, mais moi de notre côté c'est plus souvent un handicap social, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes sans abri qui clairement ne sont pas prises en charge comme le serait n'importe quel citoyen et qui deviennent au fur et à mesure des citoyens de seconde zone qu'on envoie balader dans les administrations, qu'on déconsidère. Et pour rebondir sur cette histoire aussi d'image et d'handicap par rapport à cette image-là, il y a plusieurs... Malheureusement, on est arrivé à une époque où on trie un peu la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a les Roms, il y a les réfugiés, il y a les sans-abri, et il y a cette espèce de guéguerre malsaine qui a été un peu imposée par des personnes assez malveillantes de trier un peu toutes ces personnes-là
en disant que certaines acceptaient, que c'était un choix, d'autres qu'il y avait des réseaux, enfin tout un tas de choses, en essayant de finalement de créer une espèce de hiérarchie dans la pauvreté, dans la misère, et qui pour moi est un vrai aujourd'hui problème aussi qu'il faudrait soigner d'un coup de baguette magique. Il y a des questions dans les commentaires qui n'arrivent. Pardon, j'ai oublié de te demander, toi d'ailleurs. Moi, la baguette magique, j'ai un peu de mal, je suis un peu pragmatique. Mais c'est pas on ne te demande pas d'être pragmatique là. Non, là, tu fais ce que tu veux. Non, il faudrait peut-être favoriser la notion d'engagement des jeunes, peut-être au niveau du système éducatif français, revoir un peu certaines choses. Comment tu fais ça? Alors, comment faire ça? Eh bien, être sur une école un peu plus libérée. Tout le monde parle de management libéré, sauf qu'on est dans un système scolaire où on voit qu'il y a pas mal d'échecs. Donc peut-être favoriser la liberté des jeunes, d'aller vers ce qui leur plaît et de se saisir de ça pour apprendre des choses, apprendre des savoirs et s'engager dans des projets à tous les niveaux, l'empowerment, parce que tout le monde en parle, mais très peu passe à l'action et on passe à côté de beaucoup de choses. Et chacun à son niveau pour apporter des solutions à des problèmes. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour des baguettes magiques? Ok. Il y a des questions dans les commentaires. Alors je sais pas si... Alors on change complètement de sujet, mais ça l'évoque dans les commentaires et bon bah... Je vous le lance comme ça, vous le prenez comme vous voulez. Mais il y a une question qui est liée... Ah c'est très loin, là on part de très très loin. Mais autour de la légalisation du cannabis. Et je sais qu'aux États... Ah oui non mais on est très très loin. Je vous dis... Attendez, restez avec moi une seconde. Il y a la question du cannabis médical aux États-Unis qui permet à certains, je pense à des cancéreux notamment, d'y avoir accès, des personnes atteintes de cancer d'y avoir accès. En gros, on s'en fout un peu du cannabis. L'idée, c'est de dire, est-ce que vous sentez qu'il y a des barrières qui pourraient être levées facilement, ou en tout cas qui pourraient des idées qui sont préconçues et très ancrées aujourd'hui dans notre système, qui pourraient être levées pour faciliter des questions qui soient en lien avec vos projets, vos thématiques. Alex, ça te fait réagir? Ouais, moi ça me fait réagir notamment sur les établissements qui reçoivent du public, les ERP. Ça fait plusieurs années qu'on se bat pour qu'ils soient enfin accessibles. Et chaque année, les lois sont repoussées. On donne un peu plus de temps aux établissements pour recevoir du public en situation de handicap. Alors certes, c'est pas forcément facile de faire tous ces aménagements, mais à trop repousser, je pense qu'on repousse justement cette place qui leur est méritée. C'est une place ordinaire, comme les autres, synonyme d'inclusion. Et je pense que la France en a grandement besoin. Ok. Nous, dans notre cas, je pense que la barrière la plus importante en France, c'est plutôt la barrière administrative, parce qu'au final, nous, pour notre cancer, pour les cancéreux, on doit s'adresser à une grande variété d'établissements. Donc, du coup, on doit aller vers ces personnes à chaque fois et faire des dossiers. Donc, c'est ça qui est le plus embêtant. Prend du temps. Il faut une expertise en plus pour ça, quoi. Ça tombe pas du ciel. Nous, on découvre. Ok. Il n'y a personne pour nous apprendre, donc on découvre tout seul. Le but, c'est de se faire un réseau en fait, qui puisse nous aider vraiment et être de plus en plus efficace. C'est ouf. C'est vrai que ça, il faut une expertise en papier, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Diplômé papier. Diplômé papier. Chez vous? Chez nous, on se rend compte que le handicap, c'est un milieu très fermé, les établissements qui accueillent les personnes en situation de handicap, et il y a une grosse faiblesse en France, il manque énormément d'établissements. On rencontre beaucoup de familles qui ont leurs enfants et qui n'y a aucun établissement pour les accueillir. Et il serait temps de passer à l'action en réformant un peu tout ça, en permettant du milieu ouvert aujourd'hui et de partir de petites initiatives avec des professionnels qui viennent au domicile, qui interviennent et qui s'occupent de ces enfants. Il y a des professionnels qui peuvent faire ça, mais ça reste très fermé au niveau des maisons départementales du handicap, ce genre de choses qui sont dans un système de vase clos avec les ARS, et du coup toutes les petites initiatives locales, ils ne vont pas avoir les labels, les financements, ils ne vont pas être reconnus, et du coup on laisse tous ces enfants chez eux avec des parents en difficulté qui ne savent pas comment faire et qui ont besoin d'avoir des outils. Donc du coup c'est pour ça que c'est ce qui nous motive au quotidien. Ok, cool. Et chez vous? En changement simple, je dirais sortir de cette politique de l'hébergement d'urgence en hôtel qui aujourd'hui pose énormément de problèmes, beaucoup d'argent. Donc les personnes sans abri peuvent appeler le 115 et bénéficier d'un hébergement d'urgence. Sauf que c'est un système qui est aujourd'hui à bout de souffle et qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'il y a d'autres alternatives. Donc je pense à une surtout qui s'appelle Alternative Hôtel, qui permet d'héberger les gens directement dans des appartements qu'elles peuvent ensuite récupérer si elles sont en voie de réinsertion, et d'améliorer le suivi, parce qu'héberger des gens dans des hôtels ou dans des apparts, s'il n'y a pas de suivi derrière, on est quasiment sûr que ça va être une rechute, une sortie ou un retour en rue. Et donc voilà, de mettre vraiment le paquet sur de l'hébergement à long terme et de ne pas voir ça comme étant un possible appel d'air, comme certains peuvent le penser, et de tout de suite proposer aux gens de l'hébergement digne, et parce qu'il y en a besoin et que c'est la base pour pouvoir construire derrière. Voilà. Ok, d'accord. Bon, j'espère que vous aurez une baguette magique quand même, un de ces quatre. Mais du coup, pas de cannabis au passage, on n'a pas. Non, mais c'était juste pour la transition. Nous, on n'est pas obligé. Moi, je tourne plutôt à l'ice tea d'ailleurs, donc pas de cannabis. Ça se passe comment?
Ça, je te montrerai. Ça s'appelle le diabète. Ça implique un entonnoir et ça se prend pas par la bouche. C'est un processus un peu spécifique. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière auquel vous avez fait face? On parle de l'administration, on parle de ce genre de choses. Donc vous avez donné votre réponse. Mais vous, est-ce qu'il y a une difficulté qui jusqu'ici vous a bloqué et qui pourrait bloquer n'importe qui essaierait de se lancer dans des projets à vocation solidaire? Sur mathématiques, ce qui est difficile, c'est la sur diversité. Le handicap, c'est pas le handicap. Non, sur le logement, pardon. Sur les personnes sans abri en général, on va dire. C'est la diversité des acteurs, le fait qu'il y ait des acteurs qui sont là depuis beaucoup de temps et que faire évoluer certaines pratiques est parfois difficile. Et donc, du coup, c'est peut-être la première des difficultés, c'est de rencontrer tout le monde, être compris par tout le monde et d'apprendre à aussi travailler avec d'autres outils. La technologie, ça fait pas forcément encore partie de mœurs de toutes les assos. On a encore beaucoup d'assos qui sont dirigés par des personnes aux cheveux poivre et sel, on va dire. Ouais. Et du coup, c'est un peu compliqué parfois de faire avancer à ce niveau-là. Et la difficulté, elle est aussi au niveau des bénéficiaires parce que c'est un des publics les plus hétérogènes qui existent. Et du coup, s'adapter aux spécificités de ce public-là, c'est aussi une difficulté, mais qu'on prend à bras-le-corps et qu'on travaille vraiment dessus. Oui, que vous gérez aussi et à laquelle vous essayez de répondre, quoi. Exact. Ok, chez vous? Mais du coup, quand on se lance dans un projet, c'est bien étudier l'environnement, ses spécificités, l'environnement dans lequel on évolue, de quoi il est constitué, quelles sont les opportunités, les menaces et quels sont les acteurs surtout, qui fait quoi. Et nous, les problématiques qu'on rencontre, c'est que dans le handicap, c'est, comme je vous le disais, c'est très particulier. Il y a le département, la région, les ARS, tout le monde se renvoie la balle. Donc ils se disent c'est du médico-social, donc c'est pas du médical, c'est du social. Le social va dire ah non, c'est pas du social, c'est du médical. Alors du coup, on tourne en rond un petit peu parfois, mais il faut pas abandonner, il faut continuer. Et au bout d'un moment, on arrive à trouver des clés, les solutions. Et voilà, c'est du long travail, mais au bout d'un moment, on va arriver à ouvrir des portes, quoi. J'espère. Ce sera un peu la base. Vous, c'était l'administration, du coup, si j'ai bien compris. Répondu, oui. Exact. Moi, ce serait sur les coûts. Je pense qu'il y a bon nombre d'entreprises qui voient cela comme une dépense, le fait d'accueillir des personnes en situation de handicap. Or, c'est finalement comme un investissement sur l'avenir, mais aussi qui va servir à la réduction des troubles musculo-squelettiques et donc une baisse de l'absentéisme, une augmentation de la productivité. Je parle en langage d'entreprise, je suis désolé. Mais c'est finalement vraiment cette conversion d'une dépense à un investissement. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un vrai préjugé qui dit que les dépenses sociales sont des dépenses à perte. Ça, c'est un discours que Amber, vous avez sûrement dû entendre, surtout en ce moment en période de crise. C'est le secteur social. Le secteur social s'en prend plein le pif, quoi. Et c'est là où les découpes sont souvent les plus fortes, le plus directement. Alors que pour le coup, c'est quand même un investissement qui est assez. Moi, ça me paraît évident, mais j'ai l'impression que c'est pas évident chez tout le monde, quoi. Je rebondis peut-être sur la problématique du logement à laquelle je me suis adressé pendant plusieurs années. Du coup, par exemple aux États-Unis, il y a des villes expérimentales où on donne un logement à tous et on s'aperçoit que ça coûte moins cher en fait à la société. En termes justement de logement d'urgence, du coup on peut éviter ce coût-là. En termes de dépenses de santé, on peut éviter ces coûts-là. De dépenses liées aux addictologies, idem. Et finalement, en redonnant un logement, on redonne finalement une chance à la personne de se reconstruire indépendamment de l'État. Et de rejoindre aussi le circuit économique qui profite à tout le monde en fait. Enfin, c'est pas... On redonne du pouvoir d'action, du pouvoir d'achat. C'est exactement ça, quoi. Et j'ai du mal à comprendre en quoi ça... Je sais pas, est-ce que les dépenses sont plus importantes que les recettes ça fait peur. à court terme? Ça fait peur au début. Mais la preuve est que ça vaut le coup. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour dire qu'il faut plus que ça fasse peur? Allons-y, testons. Enfin, c'est vraiment l'expérimentation à mon avis. Au final, tout le monde veut avoir les services, nos services, mais personne veut s'engager vraiment à 100% parce qu'ils le veulent tout le temps. Tous, tout le temps, pardon. Mais oui, je sais pas. Diviser les coûts. Ouais, il y a un peu de peur, il faut bien s'entourer aussi, je crois, quand on veut lancer des gros projets comme ça. Il ne faut pas avoir peur d'appeler, de chercher des contacts. On ne peut pas se lancer dans de si gros projets tout seul. Il faut être persévérant. Ok. Chez vous? Chez nous, c'est arriver à convaincre des personnes qui... Et comme je disais tout à l'heure, c'est des strates, quoi. En France, c'est un pays vertical où tout le monde est les uns au-dessus des autres. Et du coup, il faut arriver à trouver la bonne personne qui doit prendre la décision, mais qui, elle, est tellement déconnectée du terrain que du coup, pour arriver à la convaincre d'un enjeu de changer ses pratiques et de changer des choses pour améliorer et trouver des solutions, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu de remonter à cette échelle de hiérarchie qui est vraiment très présente en France. Ouais.
Ouais, le millefeuille, c'est le millefeuille de ressources humaines, quoi. C'est quand tu dois avoir un N+1 qui valide un N+1 qui demande à son supérieur, pour valider, jusqu'au moment où tu arrives à un mec qui sent baléneux et qui fait oui, si ça te fait plaisir, et qui du coup redescend tout. Mais c'est vrai que c'est un timing insupportable. Pareil chez. J'ai oublié la question. Non, l'idée c'était voilà, on était en train d'évaluer cette difficulté-là et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dire que en fait les dépenses sociales sont pas des dépenses à perte, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est une très très bonne question parce que voilà, c'est une grande question même. Parce que pour moi ça paraît être évident en fait, ça me paraît être une évidence. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Honnêtement, je sais pas du tout parce que pour moi c'est tellement une évidence que c'est pas le secteur sur lequel on devrait toucher en premier en fait. On va toucher sur un secteur où des gens n'ont déjà pas, et en expliquant que ces gens qui n'ont pas finalement peut-être profitent un petit peu. Il y a cette histoire, je sais pas si tout le monde a entendu parler de conditionner le RSA à 7 heures de bénévolat qui est sorti dans le Haut-Rhin je crois. Absolument ridicule, mais qui est absolument ridicule parce que c'est un peu demander, en l'occurrence pour les personnes sans abri, c'est en gros leur demander de servir des repas pour bénéficier du maigre, je crois que c'est 480 ou à peu près 500 €. Enfin, des fois, c'est ridicule. On pousse ceux qui ont le moins à en faire le plus, alors que ceux qui en ont le plus, c'est un peu le schéma classique. Mais... Ouais, éviter l'obligation et passer à l'incitation. Et je pense que justement, nous, on est quelques associations jeunes et qui demandons justement qu'il y ait une petite confiance au début, quelques milliers d'euros parfois, pour tout débuter et montrer à l'État que ça vaut le coup de continuer. C'est ça. C'est le message qu'on leur transmet. En tout cas, merci beaucoup à vous 5 d'être passés. C'était vraiment super intéressant. Donc, petit dernier tour de table pour rappeler vos associations et où est-ce qu'on peut vous trouver. On est tous sur Facebook, je crois. Et maintenant sur Viadeo. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est le partenariat de la Riposte. Oui. Viadeo, le partenaire de la Riposte. Faut que ça serve officiellement pour une fois. Merci beaucoup à vous tous d'être passés. Vous avez vu du coup en direct Social Link, Human Relay, le projet Caméléon et Viaction, des assos toutes neuves qui vont changer le monde. J'espère. C'est la moindre des choses qu'on peut vous souhaiter en tout cas.